Bonsoir à tous. Donc nous continuons dans nos halachot du Birkat Hamazon. La semaine dernière, on avait expliqué que les trois premières brachot donc étaient directement issues de la Torah. Donc les trois premières bénédictions du Birkat Hamazon venaient directement des psukim, des versets de la Torah. Ve'achalta ve'savarta, ve'achalta tu mangeras, ve'savarta tu seras rassasié, ou ve'rachta et Hashem elokecha, et tu béniras Hashem ton Dieu. Ça, c'est la première bénédiction. Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, hazen et akol, qui nourrit tout être. Deuxième bracha, al haaretz, sur la terre. Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, al haaretz val Amazon, sur la terre et sur la subsistance. C'est la deuxième bracha du Birkat Hamazon. Et enfin, al haaretz hatova asher natanach, sur la bonne terre qu'il t'a donnée, qu'il t'a accordée. Hatova, quel est le bon de la terre, quel est le meilleur de la terre? C'est Yerushalayim, c'est la ville de Yerushalayim, la capitale choisie par David HaMelech, et le Beth Amikdash qui a construit son fils Shlomo HaMelech. Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, Boné Berachamav, qui construit avec miséricorde, selon les textes, selon les Nusraot, Binyan Yerushalayim, la construction de Yerushalayim. Dans certains c'est Boné Yerushalayim, certains disent Boné Berachamav Yerushalayim. Quoi qu'il en soit, le principe est le même. Et enfin, la quatrième bracha avait été ajoutée par les Chachamim, par les sages, à l'époque de la révolte de Bar Korba. Donc quand la révolte de Bar Korba avait malheureusement été matée par les Romains et qu'ils avaient massacré tous les habitants de la ville de Bétar, un an plus tard, on a pu enterrer les victimes et leur corps ne s'était pas décomposé. C'est à ce moment-là que les Chachamim ont institué la quatrième bracha, Baruch ata Hashem, Hatov ve'metiv, béni sois-tu Hashem, qui est bon et qui fait le bien. Donc, le corps, le squelette du Birkat Hamazon, c'était ces quatre brachot. Et on avait dit que les harachaman, les demandes qui étaient ajoutées, s'étaient développées sur la base de ce que les chachamim avaient institué, de bénir le Baal Habayit. Quand on est invité, on doit remercier pas seulement Hachem qui nous a donné le repas, mais aussi le Baal Habayit, la personne qui a partagé son repas avec nous. Et sur la base de ce harachaman, on a formulé toutes ces demandes qui concluent le Birkat Hamazon et donc qui ont cette importance du Minhag Israël Torahi, l'habitude du Ham Israël, c'est la Torah, ça doit être respecté au même titre que la Torah. On a l'habitude de répondre Amen à la troisième bracha du Birkat Hamazon, Boné Berachamav Yerushalayim, Boné Berachamav Binyan Yerushalayim, Amen. Pourquoi répond-on Amen à sa propre bracha? Normalement, on ne répond pas Amen à sa propre bracha. Alors d'où vient cette façon de faire, d'où vient cette habitude? Dans la Masechet Brachot, le traité Brachot, donc, on dit d'ailleurs que celui qui répond Amen à ses propres brachot a raisé Megouné. C'est pas une bonne chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu réponds Amen à ta propre bracha? Comment tu peux acquiescer à ce que tu dis toi-même? C'est absurde. On comprend que si tu dis quelque chose, tu es d'accord. Alors, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui veuille bien accepter ce que tu dis. C'est à quelqu'un d'autre, c'est à celui qui entend la bracha de répondre Amen, mais pas à celui qui la récite, pas à celui qui l'a dit. Et il y a une autre source qui dit Hareze Meshubar, c'est une bonne chose de répondre Amen à sa propre bracha. Alors, est-ce une bonne chose ou est-ce Megouné? Et la réponse que donnent les Amoraïm là-bas, dans Masechet Brachot, Daf Memchet, dans le traité Brachot, c'est que c'est une bonne chose concernant la bracha de Boné Yerushalayim. Pourquoi c'est une bonne chose concernant la bracha de Boné Yerushalayim? Alors il y a deux explications à ce sujet. Il y a l'explication de Rabbeinu Hananel, qui est la base du Minhag Sefarad, et il y a l'explication des Baalei HaTosafot, donc les célèbres Tosafistes, les Chachmei Tzarfat, qui est à l'origine du Minhag Ashkenaz. Donc d'après Rabbeinu Hananel, la raison pour laquelle on répond Amen, et c'est une bonne chose de répondre Amen à sa propre bracha pour Boné Yerushalayim, c'est parce que la bracha de Boné Yerushalayim conclut une série de brachot de la Torah. Hazanet Akol, Al Haaretz val Amazon, Boné Yerushalayim, Amen. Tu as récité une série de bénédictions, la bracha qui conclut cette série, eh bien, mérite qu'on réponde Amen, même si on répond Amen à sa propre bracha. Et ça explique pourquoi, dans le Nosar Sfarad, dans les Sidurim Sfarad, on répond Amen à sa propre bracha, même dans d'autres occurrences. Par exemple, à la fin de la Hamida, Amevarech et Amo Israël, Bashalom, Amen. Qui bénit son peuple Israël dans la paix, Amen. On répond Amen à sa propre bracha. Pourquoi?
y compris quand on récite sa Hamida seul et à voix basse. Pourquoi? Parce que justement, en disant cette bracha, on est en train de conclure toute la série du Shmona Esrei, toute la série des 18 ou des 19 maintenant brachot qui composent la Hamida, et donc on répond Amen à sa propre bracha. Quand on dit Yishtabar avant le Yotzer, avant les brachot du Kriyat Shema, on dit Melech Meulal Batishbachot, Amen. Pourquoi on répond Amen à sa propre bracha? Eh bien, tout simplement parce que Baruch Shamar et Ishtabar forment un ensemble, forment une série de 2 brachot, certes, mais c'est une série quand même, et donc on répond Amen à sa propre bracha. Donc ça, c'est l'opinion du Rabbeinu Hananel, et c'est ce qui assoit le Minhag Sefarad. Les Tosafot ne sont pas d'accord avec Rabbeinu Hananel, et considèrent que quand la Gemara dit que ça concerne la bracha de Bonnet Yerushalayim, c'est exclusif, c'est uniquement la bracha de Bonnet Yerushalayim. Pourquoi c'est tellement spécial? Parce que la bracha de Bonnet Yerushalayim conclut une série, certes une série de brachot, mais une série de brachot de la Torah. Et donc ce sont les seuls brachot qui viennent directement des psukim. Comme on l'a dit la semaine dernière, toutes les autres brachot ne sont pas des brachot de la Torah, ce sont des brachot qui ont été institués par les sages, par les chachamim, par les Anshe Knesset Agdola, les gens de la grande assemblée, donc les derniers Nevi'im, les dirigeants du Klal Israël à l'époque de la reconstruction du Beth Amikdash, à l'époque de la construction du deuxième Beth Amikdash. Et les brachot du Birkat Hamazon sont une exception, donc ce sont des brachot qui sont encore plus anciennes, beaucoup plus anciennes même. Et donc elles méritent d'être distinguées des autres brachot. Et c'est pour faire cette distinction-là qu'on peut répondre Amen à sa propre bracha quand on les conclut. Donc on dit les 3 brachot de la Torah, et là maintenant, puisque le reste sont des brachot et des institutions des Rabbanan, elles sont différenciées. Donc on répond Amen à Bonnet Yerushalayim. Mais par contre, quand on conclut la Hamida, Sim Shalom, quand on conclut Yishtabar, on ne répondra pas Amen à sa propre bracha, et c'est ça le Minhag Ashkenaz. Alors, il y a aussi une autre petite différence, c'est est-ce qu'on dit ce Amen à voix haute ou à voix basse? Alors quand on écoute quelqu'un dire le Birkat Hamazon, on peut répondre Amen franchement. De toute façon, on répond Amen comme n'importe quelle bracha, n'importe quelle autre bracha qu'on entendrait. Mais quand on répond Amen à sa propre bracha, ou quand on récite le Birkat Hamazon pour toute la famille, comme ça peut se faire, on récite le Birkat Hamazon pour d'autres personnes. Alors, est-ce que quand on dit Amen à sa propre bracha, Bonnet Berachama Yerushalayim, est-ce qu'on dit Amen à voix haute, comme ceux qui écoutent, ou à voix basse? Alors le Shulchan Aruch dit qu'on répond Amen à voix basse, quand on répond Amen à sa propre bracha, Bonnet Berachama Yerushalayim, donc on dit Amen à voix basse. Alors pourquoi? Alors pourquoi on fait pourquoi on doit le faire discrètement? Alors que dans les autres brachot, dans toutes les autres brachot où on conclut justement une série, d'après le Mechaber, on peut répondre Amen franchement, même à voix haute. Alors le Shulchan Aruch explique que si on répondait Amen à voix haute, on marquerait de façon beaucoup trop forte, on marquerait beaucoup trop la différence entre les brachot de la Torah et la bracha de Hatov Me'ametiv qui est des Rabbanan. Donc ça laisserait les gens mépriser cette 4e bracha. On pourrait se dire, de toute façon, c'est une bracha des Rabbanan, c'est pas une obligation de la Torah, c'est pas grave. C'est pas grave si on n'a pas le temps, on a le boulot. Bref, donc pour qu'on ne vienne pas à négliger cette 4e bracha, et qu'on comprenne bien qu'elle est elle aussi obligatoire, donc on répond Amen à voix basse pour que la différence ne soit pas trop marquée et pas trop forte. Voilà l'opinion donc du Mechaber. Le Rama, et lui, il dit oui, mais nous on a l'habitude de répondre Amen à voix haute. Donc pour le Rama, on répond Amen à voix haute pour sa propre bracha, pour Bonnet Berachama Yerushalayim, Amen. On répond, même quand on est seul, donc on répond Amen à voix haute. Alors pourquoi ne craint-il pas, pourquoi le Rama ne va pas craindre cet argument du Mechaber, du Rav Yosef Karo? Après tout, c'est vrai, on peut en arriver à négliger la 4e bracha qui est mise des Rabbanan. Alors les Arachama n'en parlons pas. Donc il dit la chose suivante, le Mishnah Brura, il justifie ce minhag, et il dit la chose suivante. Il dit qu'il fut un temps où l'argument de Rav Yosef Karo était beaucoup plus recevable, beaucoup plus critique, parce que effectivement, il y avait des gens qui étaient dispensés de cette 4e bracha. Les employés, les sririm, qui étaient payés à la journée,
avaient le droit de manger. Le Baal Habayit, leur patron, était obligé de leur donner ce temps-là. Donc il doit leur donner le temps de manger. Il doit leur donner aussi le temps de réciter Birkat Hamazon. Donc le Baal Habayit doit leur laisser ce temps-là. Mais les Chachamim avaient dispensé les employés de réciter la 4e bracha. Ils disaient, après tout, le temps de ces employés appartient au patron, et donc on ne va pas obliger les employés à réciter cette 4e bracha au détriment de ce que leur paye le patron. Donc ils ne doivent réciter que les 3 premières brachot. C'est dire à quel point on doit faire attention à son temps quand on est employé. Ça fait beaucoup réfléchir ce genre de halachot. Et par contre, quand on n'est pas employé, c'est Shabbat, etc. Là, effectivement, on récite un Birkat Hamazon entier avec les 4 brachot, etc. Mais si on marquait de façon trop sensible la différence entre les 3 premières brachot et la 4e bracha, alors si en plus le gars il travaille dans la semaine, ou si en plus il connaît des gens qui eux ne récitent même pas la 4e bracha en général parce qu'ils sont employés, etc., eh bien là on risquerait de négliger totalement cette 4e bracha. Donc ce que dit le Rama, c'est que ça c'est vrai ce que dit le Mechaber, mais à l'époque. Mais de nos jours, on sait que les patrons sont beaucoup plus sont mochel, sont beaucoup plus compréhensifs. Ils vont laisser un peu plus de temps à leurs employés, ils vont leur laisser prendre des pauses plus régulières, etc. Et en tout cas, ils ne vont pas pinailler sur le temps que tu vas prendre à réciter la 4e bracha. Donc, de nos jours, même un employé doit réciter son Birkat Hamazon de façon complète. Donc si on dit le Amen pour marquer la différence entre le Deoraita, ce qui est les brachot de la Torah, et la 4e bracha qui est Midirabanan, c'est pas si grave, parce que tout le monde de toute façon doit réciter la 4e bracha. On n'est pas dans une situation où cette bracha, c'est une bracha qui peut parfois être facultative. On sait que c'est toujours obligatoire. Donc si on répond Amen à voix haute, c'est pas si grave. Voilà ce que dit le Rama. Et donc en conclusion, pour le minhag séfarade qui vient du Mechaber, on continue à dire le Amen à voix basse quand on répond à sa propre bracha, et le Rama dit que le minhag, c'est de dire Amen à voix haute en toutes circonstances. En tout cas, ce qui peut nous faire réfléchir à ce sujet, c'est qu'à travers cette halakha, en tout cas, c'est qu'on peut constater l'intérêt que portent les Chachamim à un Birkat Hamazon récité entièrement. Et si effectivement dans certaines circonstances les Chachamim ont permis de raccourcir le Birkat Hamazon, ce n'est que en cas de onès, en cas de grande nécessité, en cas de force majeure, et on ne peut pas dire que de nos jours qu'on soit dans ce genre de situation. Quand on récite un Birkat Hamazon, il faut prendre le soin de le réciter entièrement, avec concentration, avec l'air Raman, avec ferveur même. On doit s'y préparer. Le Mishnah Brura, d'ailleurs, dans les halachot du Birkat Hamazon, dans Siman Kuf Pehe, il dit que celui qui se montre pointilleux dans la récitation du Birkat Hamazon méritera toujours d'avoir sa subsistance de façon honorable, toute sa vie. Alors, plus encore que la Sgoula, plus que quand on parle de Ségoula, ça veut dire que c'est un moyen, entre guillemets, d'avoir une bonne parnassa. On dit que le Birkat Hamazon, c'est une Ségoula pour avoir une bonne parnassa. Beaucoup plus que la Ségoula, ce qui doit nous motiver quand on veut dire un bon Birkat Hamazon, c'est surtout le sens du devoir, le sens d'une reconnaissance sincère d'avoir bénéficié un repas. C'est ça qui doit nous faire le Birkat Hamazon de façon attentive. Le Zohar, d'ailleurs, dans Parashat Vayakel, il insiste beaucoup sur l'importance de ressentir de la joie quand on récite le Birkat Hamazon. Donc, on le fait sérieusement, on doit le réciter dans le texte, pour plus de concentration, comme le rapporte le Mishnah Brura dans Kuf Pehe. On s'efforce d'être dans une tenue respectable. Vous avez le Or Letzion qui dit qu'on ne devrait pas réciter le Birkat Hamazon en pyjama ou en tenue de mer, en maillot de bain. C'est pas digne du respect qu'on doit au Birkat Hamazon. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va faire si on est en vacances et que voilà, on mange un sandwich? Eh bien, on devrait avoir au moins sur soi une veste ou quelque chose qu'on puisse porter au moins le temps de dire le Birkat Hamazon, ne pas rester dans une tenue négligée.
Alors c'est sûr que s'il n'y a rien, il n'y a rien, et qu'on doit faire le Birkat Hamazon, vaut mieux le faire que ne pas le faire, hein, c'est clair. Mais on devrait prévoir d'avoir quelque chose pour être respectable, dans une tenue respectable quand on récite le Birkat Hamazon. Il y en a qui, de façon même systématique, quand ils récitent le Birkat Hamazon, mettent une veste et un couvre-chef. Hein, c'est rapporté par le Rav Ben Sion Abba Shaul. On dit le Birkat Hamazon assis, pour se concentrer. On ne le récite pas en marchant ou en conduisant. C'est vrai que le Shulchan Aruch, il permet de réciter le Birkat Hamazon en marchant pour un voyageur. Mais le Chayei Adam précise bien que ça ne concerne que celui qui est tellement pressé que quand il voyage en marchant. Voilà. Donc de nos jours, on ne voyage pas en marchant et on peut se permettre de prendre le temps si on peut se permettre de prendre le temps de réciter le Birkat Hamazon surtout quand on a pris le temps de s'asseoir pour manger. Voilà. Donc, si tu t'assois pour manger, dit le Chayei Adam, tu dois t'asseoir aussi pour réciter le Birkat Hamazon. Alors, dire le Birkat Hamazon en conduisant, c'est complètement incompatible. Hein. Vous savez, conduire, c'est une activité qui demande de la concentration, et c'est vraiment pas possible de dire un Birkat Hamazon convenablement quand on est en train de conduire. Alors, on a l'habitude de laisser du pain sur la table quand on récite le Birkat Hamazon. D'où ça vient? Eh bien, ça sert, nous dit le Levouche, Rav Mordechai Yafé, ça sert à matérialiser ce pourquoi on exprime sa reconnaissance. Donc on a pu manger un repas, on a pu avoir du pain, il reste du pain sur la table, ça nous fait comprendre ce pourquoi on dit ce Birkat Hamazon. Et le Magen Avraham, il ajoute que le fait de réciter le Birkat Hamazon étant source de bracha, source de bénédiction, comme on l'a dit, eh bien la bracha, la bénédiction, ne peut reposer que sur quelque chose de déjà existant. Il ne peut pas y avoir de bracha sur du rien. Bon, il y a l'histoire très célèbre du Navi Elisha, du prophète Elisha, qui a été sollicité par une veuve, qui était la femme du prophète Ovadia, qui a dit elle lui dit à quel point son mari avait été fidèle au Créateur, fidèle à Hachem toute sa vie, qu'il avait caché des Nevi'im qui étaient persécutés en son temps, et que maintenant elle était là avec ses enfants et qu'elle souffrait des sollicitations de ses créanciers. Elle avait des dettes. Alors, ce qu'Elisha lui a dit, c'est est-ce qu'il te reste quelque chose à la maison? Il lui a demandé s'il lui restait quelque chose à la maison. Elle lui dit il me reste une fiole d'huile, assour shamen. À peine de quoi, un petit peu d'huile, de quoi s'enduire une fois les mains, etc. Pas grand chose donc. Il a dit tu sais, ce reste d'huile, fais en sorte d'avoir de très nombreux récipients chez toi. Prends le plus de récipients que tu peux. Amène, emprunte à tes voisins et remplis avec cette fiole les autres récipients. Et elle a rempli des quantités d'huile qu'elle n'aurait pas imaginées sur la base de cette petite fiole. Donc elle a vendu toute l'huile qu'elle a pu verser. À un moment donné, il n'y avait plus de récipients. Elle aurait pu continuer à verser, il n'y avait plus de récipients. Il faut aussi pouvoir recevoir la bracha. Elle a vendu donc l'huile qu'elle avait, et elle a pu payer ses dettes et vivre avec ce qui restait. Donc voilà, pour que la bracha vienne, il faut qu'il y ait quelque chose sur la table. Voilà ce que dit le Magen Avraham. Et d'après la Kabbalah, la raison pour laquelle on laisse quelque chose sur la table, c'est parce que le fait de manger, ça élève les aliments. On est en train de récupérer, c'est une métaphore de la Kabbalah, on est en train de récupérer les étincelles de Gdusha qui se trouvent dans les aliments. On transforme les aliments pour les transformer en service d'Hachem, pour en faire du service d'Hachem, pour qu'on ait la force de servir Hachem. Et donc pour les aliments, on peut dire que ces aliments ont été réparés. Ils ont eu leur tikkun, ils sont arrivés à leur but. Mais les épluchures, les déchets, ce qui reste, les restes, est-ce qu'ils ont été réparés? Ils n'ont pas été réparés. Donc comment réparer ces restes-là? Eh bien c'est la récitation du Birkat Hamazon, de la bracha harona, des brachot qu'on récite après avoir mangé, qui va réparer le reste des aliments. Donc, d'après la Kabbalah, c'est pour ça qu'il faut laisser quelque chose sur la table après le repas. Il faut laisser le sel, et il faut aussi laisser les épluchures, il faut aussi laisser les reliefs.
Alors, dans certains cas, ça peut être désagréable de laisser les reliefs du repas pendant le Birkat Hamazon. Donc je laisse à chacun le soin de jauger s'il peut se faire mekoubal le temps d'un repas ou non. En tout cas, voilà les 3 raisons pour lesquelles on laisse le pain sur la table lors du Birkat Hamazon. Par contre, il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est rapporter un nouveau pain pour pouvoir réciter le Birkat Hamazon, parce que ça, c'était une habitude païenne de rapporter un pain en l'honneur des idoles, etc. Donc, on laisse le pain qui reste du repas. On n'apporte pas un pain justement pour réciter le Birkat Hamazon. On ne va pas sortir une autre challah parce qu'on se dit, ah, il faut qu'il y ait du pain à table, je vais apporter une challah pour le Birkat Hamazon. Ça, on ne le fait pas. On laisse que du pain qui reste, donc on doit faire attention à ce qu'il reste quelques miettes, au pire des cas. Et même quand on mange un sandwich, on peut s'arranger à ce qu'il reste quelques miettes au fond du sachet. Et donc il y aura à ce moment-là la bracha aura sur quoi reposer. Voilà, donc on se verra Bezrat Hashem pour la prochaine fois. On parlera aussi d'autres halachot concernant la récitation du Birkat Hamazon, est-ce qu'on peut laisser les couteaux à table, etc. Et encore d'autres détails sur qu'est-ce qui oblige à la récitation du Birkat Hamazon. Au revoir.